veulent défricher des terrains inexplorés et les mettre en avant. De retrouver cette humanité commune qui nous unit, que ce soit d'un continent à l'autre, que ce soit au centre-ville de Sherbrooke. Bien, bonjour tout le monde, merci de m'accueillir. En plus, le soleil vient de sortir, je pense qu'on va avoir bien du plaisir pour la prochaine heure. Merci de l'invitation aussi, Véronique, très appréciée de venir de vous parler de ma passion. Et en fait, je suis tellement passionnée que j'ai tendance à m'emballer et à vouloir tout dire en même temps. Ça fait que parfois, je parle en lettres attachées. Posez-moi des questions, dans ce temps-là, je vais pouvoir reprendre mon air égal, puis je ne finirai pas la conférence en étant bleue. Véronique, elle m'a dit le thème, c'est « End ». Est-ce que c'est la fin du journalisme? Une question qui a plusieurs volets, une question qui est complexe. C'est une question, je pense qu'on ne peut pas répondre en disant seulement oui ou non. Mais j'espère, en tout cas, aujourd'hui, vous apporter des éléments de réflexion pour, à tout le moins, que vous ayez votre propre réponse. Ce que je peux vous dire, par contre, c'est que ça fait 10 ans cette année que je suis journaliste professionnelle et mon métier a incroyablement changé depuis que j'ai commencé à le pratiquer. Donc, on va voir un peu comment ça se passe sur le terrain, les petites embûches, la beauté des choses ici. Peut-être vous parler un peu de mon parcours avant là, de me lancer un peu plus loin. Donc, moi, je suis originaire de la belle grande ville de Québec et j'ai toujours pensé que j'allais vivre de mon métier de journaliste à Québec, donc dans la capitale. Moi, je me voyais devenir journaliste au quotidien Le Soleil ou bien courriériste parlementaire pour l'Assemblée nationale pour la presse canadienne. Donc, j'ai terminé mon bac en communication à l'Université Laval en 2009. Donc, ça fait tout juste 10 ans. Et oui, les rêves peuvent se réaliser. J'ai été embauchée la même année au quotidien Le Soleil. Et comme ils disent en anglais, « Be careful what you wish for », j'ai été embauchée pour faire les morts. Mais pas les fêtes d'hiver, là, les avis de décès. Ça m'a valu le surnom de nécrophile. Et donc, finalement, je n'ai pas pu être journaliste au Soleil, ce qui a fait que je suis partie en Montérégie pour travailler dans un hebdo à Sainte-Julie qui s'appelait L'Information à l'époque, puis aussi pour un autre hebdo à Saint-Bruno, tout à côté, au journal de Saint-Bruno. Donc, je partageais mon temps entre deux hebdos qui appartenaient à l'époque à la compagnie Les Hebdos Montérégiens. C'est vraiment là que j'ai compris, en fait, l'importance des médias locaux, donc dans la communauté qu'ils desservent, parce que, bon, quand on veut devenir journaliste, on pense surtout « Ah, je vais devenir grand reporter international, je vais faire des grosses enquêtes et tout ça ». Mais il y a des petits reportages qui peuvent sembler anodins qui, finalement, sont quand même bien utiles. T'sais, on parle, par exemple, d'une initiative d'un organisme communautaire. Le fait d'en parler, ça peut leur permettre de se développer davantage, que cette idée-là soit reprise ailleurs. Ça leur rend service. Donc, il y a tout ce maillage-là qui sert là, aux journalistes. Est-ce que c'est la fin du journalisme? En ce moment, on parle beaucoup de fake news, on parle d'une crise des médias. Moi, je vais vous dire, non, je ne crois pas que c'est la fin du journalisme. Pourquoi? Parce qu'il va toujours y avoir des citoyens qui vont être à la quête de vérité puis qui vont chercher à avoir des réponses aux questions puis qui vont être motivés par l'intérêt public. Parce qu'à la base, un journaliste, c'est quoi? C'est monsieur, madame, tout le monde qui est payé 40 heures semaine à poser les questions que vous n'avez pas le temps de faire parce que vous devez aller travailler à l'épicerie, aller chercher le petit à la garderie puis écouter Virginie le soir avant de vous coucher. Fait que finalement, c'est un peu ça. Puis c'est la beauté de mon travail aussi, c'est que moi, je veux dire, je peux poser les questions que je veux. Je parle à des dizaines de personnes différentes chaque semaine. Je ne fais jamais le même travail d'un jour à l'autre. Donc, tout ça, en fait, pour ceux qui ne peuvent pas le faire ou qui, pour une raison ou une autre, n'ont pas le temps ou ils ne sont pas là. Et ça peut être très, très, très varié. Par contre, si on parle que quelque chose qui est menacé dans l'industrie du journalisme, c'est plutôt les médias eux-mêmes, donc les médias professionnels qui sont aux prises avec une crise financière sans précédent, qui remonte à peut-être une dizaine d'années, je vous dirais. Parmi vous, est-ce qu'il y a des gens qui paient pour s'informer?
T'sais, à part Internet, là, à part le câble là, que vous payez pour un journal ou un site de nouvelles, vous êtes une moyenne assez forte pour le nombre de personnes que vous êtes. Parce que, règle générale, c'est très peu. Un sondage qui est sorti l'année passée dit que c'est 1 Canadien sur 9 et moins qui paie pour s'informer. Donc ça veut dire que nous, on continue à faire des nouvelles, mais les gens ne paient plus. Puis parce que l'information est accessible gratuitement en ligne, je pense que le mouvement a commencé au tournant des années 2000, quand on s'est mis à avoir Internet chez nous, dans le temps que les modules, ils faisaient... Donc, à ce moment-là, on s'est mis à avoir accès, par exemple, à lapresse.ca, Cyberpresse, qui a été longtemps le site au Canada le plus visité. Donc, pourquoi on mettait tout ça en ligne? Bien, c'est parce qu'on se disait, les annonceurs vont nous suivre sur le web et on va pouvoir compenser le fait que les gens qui vont nous voir en ligne ne paient pas pour s'abonner par toutes les annonces qui vont venir de partout dans le monde. Ça, c'était avant l'arrivée de Facebook et Google, qui maintenant capitalisent à peu près 80 % de tous les investissements publicitaires au Canada, en ligne. Donc ça veut dire que l'acheteur de publicité se dit, bon, c'est moins cher sur Google, sur Facebook, je peux cibler l'annonce. Au lieu d'annoncer dans le journal papier, je vais aller annoncer sur ces plateformes-là. Donc, les médias n'ont plus de revenus publicitaires, ils n'ont plus d'abonnements, mais ils continuent à débourser pour faire ces nouvelles-là à grands frais, ce qui fait qu'à un moment donné, effectivement, il y a un déficit qui se fait. Puis, n'oubliez pas que même si la nouvelle, pour vous, est gratuite en ligne, elle coûte quelque chose à faire. C'est mon salaire, c'est mon temps de recherche, c'est des documents que je dois demander, c'est mon déplacement, c'est aussi la personne qui va relire mon texte, qui va le mettre en ligne, qui va le publier. C'est le coût du papier à imprimer puis à les distribuer aussi dans les points de vente ou aux portes. Donc, même si ça a l'air gratuit, une nouvelle, ça ne l'est pas. Puis c'est tout aussi le travail journalistique qui est derrière ça, qui est basé sur des règles éthiques et déontologiques. Là, je parle des médias professionnels. C'est super important parce que c'est notre crédibilité, finalement, là, qui rend tout ça là, potable. Parce que quelqu'un qui peut faire une nouvelle chez lui peut appeler quelqu'un, poser une question, écrire quelque chose sur Internet, mais s'il ne vérifie pas l'information, il peut la déformer aussi. Donc, les gens qui consultent des médias professionnels le font parce qu'ils savent que tout ce processus-là, il est géré par des règles très strictes. Malheureusement, avec les fake news, les fausses nouvelles qui circulent actuellement, c'est plus compliqué. Hein? Il y a une confusion des genres, on ne sait pas trop si c'est un vrai site ou pas, des fois c'est de la parodie. Donc, ça aussi, ça vient miner un peu mon travail dans le sens où il y a des gens qui se disent, bien, tout ce qui est sur Internet, on ne peut pas y faire confiance, ou au contraire, ils vont croire des choses, puis là, après, bien là, si ça ne marche pas comme qu'ils veulent, ils ne vont pas me croire. On parle, bon, il y a les sites parodiques d'un côté, comme le Journal de Montréal, Le Revoir et tout ça, où c'est des fausses nouvelles, mais avec une teinte d'humour, et la qualité, c'est qu'ils pastichent très, très bien le style journalistique. De l'autre côté, il y a des vrais fake news, comme le World Daily News Report, par exemple, qui est le même site, en fait, les mêmes créateurs que le Journal de Montréal, mais ils font beaucoup d'argent avec ça. C'est des faits à moitié interprétés, des demi-vérités, ou juste pour choquer, pour faire rire. On va mettre ces nouvelles-là et ça a l'air vrai. Puis là, bien, ça se partage. Et une fausse nouvelle partagée n'aura jamais le même nombre de clics pour son démenti. C'est-à-dire que les gens vont continuer de partager une fausse nouvelle, même si c'est su que c'est pas vrai. Puis certaines personnes vont dire, bien, c'est pas grave si c'est pas vrai parce que moi, ça représente ce que je pense. Ça, c'est un truc pour reconnaître les fausses nouvelles. Si jamais ça vient vraiment vous chercher par les tripes, souvent, c'est parce qu'on essaie d'aller vous chercher justement avec l'émotion pour vous amener à partager ça. Parce que pourquoi on partage des contenus sur Internet? Pourquoi on veut qu'on partage des contenus sur Internet? C'est parce que ça ramène de l'argent au clic. C'est de la publicité. Donc, c'est un peu ça. C'est le règne du clic. C'est... comment je pourrais vous dire ça? Il y a quelqu'un qui profite de vous faire des fake news, des faux contenus. Ça, on parle juste au niveau du contenu, on parle au niveau donc, du site web, mais dans la vraie vie aussi, il y a des gens à qui ça profite. En fait, s'il y a des gens qui manipulent l'information, puis on a un bel exemple à la Maison-Blanche en ce moment, en fait, c'est de semer la confusion dans la population et les masses. En fait, c'est pour se mettre à son avantage, pour essayer de se donner une belle image. Donc, la personne qui crée un faux contenu ou qui dit que c'est des fake news quand ça ne l'avantage pas, c'est qu'il y a un gain à faire. Il n'y a personne qui fait ça pour
comme ça, à part si, comment je pourrais vous dire? Oui, il y a des gens qui vont le faire pour le fun, mais c'est qu'on s'en vient dans une période où c'est très dangereux. Parce que, démocratiquement parlant, on dit, les journalistes sont là pour aider la population à faire des choix éclairés, donc en présentant des enjeux, en présentant toutes les facettes d'une situation pour lui permettre de se faire une opinion. C'est un peu pour ça que moi, je suis devenue journaliste, en fait. Moi, je voulais un peu changer le monde, mais je ne savais pas trop comment. Et je me suis rendu compte que j'étais comme ma capacité de communiquer aux autres, c'était ma façon à moi de le faire. Parce que je me dis, si je suis capable d'informer tout le monde sur ce qui se passe autour de nous, bien là, peut-être que collectivement, on va être capable de prendre des décisions pour améliorer la situation. Donc, je pense que ça aussi, c'est une façon de faire la différence entre le vrai et le faux. Parce que souvent, on se... Tu sais, quand je vous dis je parle en lettres attachées, là, on se mélange, puis il y a des pistes qu'on peut trouver aussi là, pour démêler tout ça. Il faut vérifier aussi la source d'où vient la nouvelle, parce que finalement, un site qui semble pas réel, si vous allez voir par exemple à propos, bien en fait, vous pouvez voir déjà si c'est un site qui est fiable ou pas. Ça peut être avec une adresse ou un numéro de téléphone. Des fois, il n'y a pas de coordonnées, on ne peut pas rejoindre, mais qui est derrière ça? Donc aussi, qui vous donne l'information, ça peut être une autre façon d'aller chercher la nouvelle. Donc, je vous parlais que les médias sociaux, avec les contenus qui vampirisent les revenus publicitaires, ont changé mon métier. Ça a emmené aussi un caractère instantané qui fait qu'on doit travailler beaucoup plus vite pour mettre la nouvelle en ligne rapidement. Ça peut augmenter le risque d'erreur et ça fait aussi qu'on est en compétition les uns les autres avec beaucoup plus de plateformes puis aussi avec le reste du monde. Il y a aussi la contribution des municipalités. Puis ça, si je parle du journalisme en région, pour moi, c'est très important parce qu'il n'y a pas assez de journaux pour couvrir toutes les villes. Donc, ça crée des déserts médiatiques, des endroits où on ne sait pas ce qui se passe. On peut lire le bulletin municipal, mais la ville met bien ce qu'elle veut dedans. Et pour la démocratie locale, ça, c'est très, très, très dommageable. Et en fait, là, maintenant, les villes peuvent retirer leurs avis publics de ces médias-là. Parce qu'avant, la loi les obligeait à le mettre dans un journal imprimé. Et depuis, je pense que c'est le printemps 2017, ils peuvent le faire juste sur le site web de la ville. Donc, on nous dit, ben oui, les gens vont pouvoir aller sur Internet, donc on respecte le droit du public à l'information. Qui c'est qui va voir les sites des villes pour consulter l'information sur une base régulière? On a un gagnant, un deuxième, troisième? Bien, c'est ça. Puis, ce qui est drôle, c'est que, en fait, les villes vont aussi valoir là, que c'est une économie très, très, très appréciable pour les citoyens, mais on parle de moins de 1 % du budget des villes. De l'autre côté, pour le journal qui perd le budget des avis publics, des fois, ça représente le salaire de 1 ou 2 journalistes à temps plein. Dans un hebdo, des fois, c'est pas mal l'ensemble du personnel qui est alloué à la rédaction. Donc, à ce moment-là, ça peut vraiment être nuisible. Et en fait, des fois, on se demande, puis là, René Charles, Marie-Ève, Sonia, vous me corrigerez, mais je pense qu'ici à Sherbrooke, ils ont décidé de prendre une partie de ce budget-là pour faire un journal du citoyen qui est distribué aux portes à Sherbrooke. Parce que les gens voulaient quand même avoir du papier, hein, qu'on avait dit, c'est ça? Ouais. Oui? Le Saint-Paul de la Botsford? Oui, je travaille là, à la Voie de l'Est. C'est mon beat. Oui, le journal municipal. Ça, la plupart des villes ont ça aussi, là, un petit bulletin. Je m'en allais avec ça. Donc, c'est ça. Puis, pour dire que les gens vont en ligne, il y a l'exemple de la ville de Belleuil aussi, qui a dit, bien, nous, on va retirer nos avis publics du journal parce que 92 % des répondants de notre sondage ont dit qu'ils iraient les lire sur le site Web. Le sondage a été fait sur le site Web. Donc, ça vaut ce que ça vaut, mais
Ça montre beaucoup la nouvelle mouvance que les villes ont, c'est-à-dire de concentrer l'information. Puis si on regarde aussi au fil des années, un des changements que j'ai constaté en faisant mon métier, c'est que les villes gèrent de plus en plus leur communication comme des entreprises privées, c'est-à-dire qu'elles protègent leur image plutôt que de communiquer l'information aux citoyens. On regarde maintenant, on parle beaucoup des termes rayonnés, milieu de vie. Le produit des villes, finalement, c'est la qualité de vie, les services qui sont offerts aux citoyens. Fait que souvent, les journalistes se font traiter d'empêcheurs de tourner en rond parce que nous, on veut poser des questions. Comment sont gérées les taxes? Pourquoi avoir attribué ce contrat-là? Est-ce que c'était nécessaire? Donc, les villes n'aiment pas ça parce que là, ben, on a l'air de leur chercher des poux. Alors, ce qu'on devrait faire, nous, selon eux, c'est de juste parler des bonnes nouvelles. On devrait contribuer au rayonnement de la région. Et puis ça, c'est pas récent, hein? C'est quelque chose qui date depuis longtemps, mais qui se répand de plus en plus. Pas plus tard qu'hier, je partageais sur Facebook des courriels qu'un de mes collègues a reçus en 2005. Et c'est un directeur général d'une ville qui avait écrit vous savez, nous, comment qu'on fonctionne? Bien, c'est pour l'ordre du jour de la séance publique. Vous venez au bureau, on regarde ça ensemble, puis on vous dit qu'est-ce qu'on veut que vous publiez. Puis il y en a beaucoup qui pensent que ça marche comme ça, en fait. Et ça démontre qu'il y a une grande mécompréhension encore du rôle du journaliste, tant de la part de la population que des élus. Parce que dans le fond, bien, les journaux, on se fait dire qu'on est le chien de garde de la démocratie, qu'on est le quatrième pouvoir, mais on a encore beaucoup de résistance là, de la part des élus. Moi-même, en 2013, je me suis fait mettre dehors de l'hôtel de ville de Granby. Je me suis fait dire que je venais briser la magie. Parce que semble-t-il que j'ai une présence tellement intimidante que les gens n'osent pas poser des questions en sachant que je pourrais les retranscrire dans le journal. Une séance publique à l'hôtel de ville, puis en plus, le maire il avait payé une demi-page de pub pour s'annoncer. Bien bon. Finalement, ça s'est réglé de mon côté, mais il y a encore aujourd'hui des journalistes qui se font expulser des séances publiques. Très récemment, les inondations qui ont eu lieu au printemps, il y a des séances qui ont été organisées pour les sinistrés tant commerciaux que résidentiels avec le ministère de la Sécurité publique dans les hôtels de ville pour leur expliquer un peu quoi faire, c'est quoi vos recours, quels documents vous devriez remplir, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous. Et en Beauce, par exemple, les journalistes n'avaient pas le droit d'y être. Entre vous et moi, si j'avais de l'eau jusqu'aux genoux, je ne prendrais peut-être pas le temps d'aller à cette séance-là, j'irais comme essayer de sauver l'immeuble. Fait que le journaliste qui vient, lui va pouvoir me le rapporter, puis quand je vais avoir le temps, bien, je vais regarder son reportage, puis je vais me faire une tête. Mais, donc, tout ce côté-là qu'il faut travailler, puis ça, c'est important. Puis comme citoyen, ce qu'on peut faire, c'est demander à nos élus de respecter le droit des médias, parce que les médias sont là pour vous quand vous n'avez pas le temps d'aller à l'hôtel de ville. C'est d'ailleurs qui va aux séances du conseil régulièrement dans sa ville? Pas pour le travail. Bon. C'est ça. T'sais. Puis une fois sur deux, je vous dirais que vous faites bien de rester chez vous, mais des fois, il se passe des affaires intéressantes. Mais ça reste que des fois, puis c'est pas toujours intelligible non plus. Hein, des projets de règlement, il faut que ça soit formaté d'une façon. Le journaliste, lui, peut le vulgariser, peut le reformuler. Il peut aller chercher des sources à l'externe aussi pour pouvoir complémenter tout ça puis donner un autre point de vue. Donc, à ce moment-là, il faut demander aux gens, il faut demander aux élus de respecter le travail des journalistes, mais comme citoyen, vous devez aussi le soutenir. Comment? Bien, c'est simple, en fait. Vous pouvez évidemment vous abonner à un média, vous pouvez le consommer. Au lieu d'aller le chercher sur un autre site, par exemple, à l'externe, visez votre média local. Puis aussi, vous êtes peut-être des personnalités d'affaires, des entrepreneurs. Est-ce qu'on a parlé de votre entreprise? Est-ce que si vous faites des bons coups, on peut être là? C'est sûr que si ça va mal, on va être là aussi, mais dans le fond... Hein? Mais parce qu'on regarde beaucoup les commerçants, il y en a beaucoup, là, par exemple, qui ont pignon sur rue, qui disent « Allez pas sur Amazon, allez pas sur eBay. Moi, je suis un commerce local, j'engage des gens d'ici, je fais des retombées économiques dans la localité. » Un journal, c'est la même chose. Et pourtant, ces commerçants-là, c'est les premiers qui vont aller annoncer sur Facebook et Google. Donc, il y a une espèce de double discours aussi. Et tout ça, ça fait en fait que les journaux, bien, ils ont besoin d'être soutenus par leur communauté parce que c'est pour eux qu'ils travaillent. Donc, à un moment donné, si on n'a pas le soutien de la communauté, je peux comprendre. Ils vont peut-être mourir de leur belle mort, sauf qu'il ne faut pas attendre de se rendre compte de ce qu'on a perdu avant de faire quelque chose.